Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette table ronde. Donc, je me présente, Monica Lebezouet. Je travaille à IRIA et j'accompagne la création de startups. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous autour de startups deep tech numérique, des startups créées à IRIA et Loria. Et donc, nous avons découvert ensemble 3 belles histoires issues de la recherche publique. Et donc, on va voir que la recherche publique crée de la haute technologie et la haute technologie est le socle naturel de la création de startups deep tech. Nous allons maintenant découvrir ensemble ces startups et permettez-moi de commencer par vous présenter Anne-Sophie Didlot qui dirige la startup Alerion et qui développe de l'intelligence sur mesure pour créer le drone qui répondra à votre question et besoin. Monsieur donc, Jiang Yangzhu dirige la startup Engine Est et a conçu un outil pour planifier et optimiser le transport de votre produit sur terre et sur mer en intégrant toutes vos contraintes. Xavier Cavan, qui dirige la startup Scalable Graphics, propose de la R&D sur mesure pour grouper et pousser les applications graphiques de ses clients au plus haut niveau de performance. Et une des solutions conçues par Scalable Graphics est mise en œuvre dans la startup GameStream par Karen Serror, ici notre invitée surprise, en tant que directrice marketing. Elle vous permet de jouer un streaming très haut débit, même à l'hôtel quand vous êtes en voyage. Donc pour cette table ronde, nous allons nous placer sur l'angle des ressources humaines et nous allons demander à nos participants, nos invités, de nous expliquer quelles sont les compétences clés qui sont indispensables pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc nous allons commencer avec Anne-Sophie, pour qui on peut dire que faire voler des drones est le rêve de tous les enfants. Et votre cœur de métier, Anne-Sophie, c'est de proposer des solutions R&D IA sur mesure, adaptées aux besoins et domaines d'activité de vos clients. Quelles sont donc les expertises clés chez Alerion et pour quelle application avez-vous conçu des solutions jusqu'à présent? Merci Monica, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, chez Alerion, depuis un peu plus de 6 ans, on développe en fait des briques technologiques, logicielles et matérielles qui, une fois implantées sur des drones, intégrées, pardon, plus qu'implantés d'ailleurs, vont permettre à ce drone d'avoir des fonctionnalités nouvelles ou d'avoir une vraie plus-value et ainsi de répondre à un vrai besoin industriel. Alors les expertises qu'il faut pour ça, elles peuvent être nombreuses. Malheureusement, quand on crée une start-up, il faut quand même avancer petit à petit. On ne peut pas avoir toutes les compétences que l'on souhaiterait avoir en interne. Aujourd'hui, évidemment, c'est essentiellement des ingénieurs. Alors comme on travaille aussi bien sur le logiciel que sur le matériel, on a un ingénieur qui est un peu plus spécialisé en mécatronique, en véhicule autonome aussi, donc ils ont ce genre de compétences plus pour faire l'intégration aussi des logiciels sur les drones. Et puis également des développeurs, bien évidemment. Donc nous avons des ingénieurs informatiques avec diverses spécialités, comme on peut travailler également sur des interfaces graphiques. On a un ingénieur qui est spécialisé justement sur ces applications et sur le côté un petit peu jeu vidéo. Et puis on vient tout juste de recruter un jeune docteur qui est également donc, spécialisé en informatique. Les domaines d'application jusqu'ici, alors il y en a un certain nombre, vous l'avez compris, du coup on travaille vraiment sur mesure, donc on peut s'adapter pratiquement à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a développé un drone capable aussi bien de voler que de naviguer sur des cours d'eau aquatiques et qui vont donc permettre de faire de la surveillance environnementale.
Et à côté de ça, travailler sur des solutions drones pour faire de l'inspection de lignes moyenne tension. On travaille en ce moment aussi beaucoup sur la connectivité 5G qui va permettre là encore d'aller un petit peu plus loin dans le développement des drones. Et aujourd'hui, on s'intéresse aussi beaucoup à l'agriculture, qui est un domaine sur lequel les drones sont déjà beaucoup implantés, mais le champ des possibles est assez important. Donc, on ne se refuse de rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture avec les drones? Qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture? Alors, on peut faire justement beaucoup de choses. Alors, à la fois juste cartographier, ça peut être un besoin, par exemple, pour les assurances. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs marchent un petit peu sur la confiance avec les agriculteurs, mais lorsque des intempéries viennent à se produire, malheureusement, souvent, les assureurs ont de mauvaises surprises parce que l'agriculteur va avoir tendance à déclarer un peu plus que ce qui a réellement été endommagé. Donc le fait que l'assureur, par exemple, soit équipé d'un drone va lui permettre de cartographier la zone réelle de champ, le nombre d'hectares de son client, et ainsi refaire un passage à nouveau avec un drone après la tempête, et puis de pouvoir exactement savoir quel a été le nombre d'hectares touchés. Ça peut être aussi venir regarder précisément à quel endroit il serait judicieux de venir mettre de l'engrais pour booster en fait les cultures, parce que bien évidemment sur un champ l'ensoleillement n'est pas le même à tous les endroits. Donc voilà, les drones sont déjà beaucoup utilisés dans l'agriculture, mais malgré tout c'est assez facile parce qu'aujourd'hui il y a la réglementation qui empêche je dirais, la prolifération des drones dans un milieu très urbain. Pour toutes les raisons dont on imagine aisément, des raisons de sécurité, alors que dans l'agriculture, on est sur des zones beaucoup plus rurales et donc sur lesquelles il est plus facile de faire des travaux par drone. D'accord, merci beaucoup Anne-Sophie, c'est très intéressant et on comprend en fait que développer un drone sur mesure, ça a du sens. Et on passe maintenant à Monsieur Jean Yang. Donc, à Engine Est, Jean Yang, quelles sont les compétences clés qui vous ont permis de créer la solution que vous êtes en train de commercialiser? Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte en fait? Quels sont les domaines d'application de votre solution? Merci Monica. Bonjour. Merci Monica. Bonjour. Les produits d'Engine Est nécessitent des compétences telles que recherche opérationnelle, intelligence artificielle, langage de programmation, base de données, visualisation, etc. Engine Est a développé un moteur d'optimisation. En fait, il s'agit d'un langage mathématique de programmation différent que les langages conventionnels. Il permet de modéliser et de résoudre les problèmes industriels très complexes. Par exemple, on peut aider les clients à mieux gérer leurs ressources d'entreprise. Tout type de ressources, statiques ou mobiles, comme vous dites, sur terre ou sur mer, humaines ou matérielles, personnelles, machines par exemple, ou bien capacité limitée ou même unicapacité avec. Les applications d'Engine Est incluent, autour de ce langage, incluent par exemple optimisation des ressources d'entreprise, planification et ordonnancement des projets, optimisation de la logistique, planning du personnel, etc. Merci. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer aussi un tout petit peu plus la R&D, donc les compétences clés qui ont permis de créer votre... Qu'est-ce que vous avez croisé comme compétences en fait? En fait, Engine Est a attaqué un domaine très complexe. Même, je dirais que c'est extrêmement complexe. Car il faudrait des technologies très complexes, y compris intelligence artificielle. Par exemple, il faudrait que le système, notre langage mathématique, il peut comprendre les expressions mathématiques naturellement écrites.
Il s'agit de l'intelligence artificielle. D'autre part, c'est la recherche opérationnelle. Il faudrait des algorithmes extrêmement efficaces pour résoudre les problèmes. Les fameux problèmes, on dirait que c'est un peu difficile. Les problèmes industriels sont souvent très, très complexes. Donc, il faudrait les algorithmes de recherche opérationnelle. Bien sûr, il faudrait aussi la visualisation, puisque seulement résoudre un problème ne suffit pas. Il faudrait la visualiser pour montrer aux clients, pour que les clients comprennent bien le résultat. Il faut encore la gestion de bases de données, très complexe. Donc, notre domaine, c'est vraiment extrêmement complexe. Il faudrait beaucoup d'années pour le faire. Merci. Super, merci beaucoup. Je comprends que le projet a été ça a pris en fait 20 ans pour développer cette solution. Oui, c'est ça. Et nous allons passer à Xavier. Et un temps, donc comme magicien du code, Xavier, vous aimez faire de la R&D sur mesure, encore. Et les clients viennent vous chercher. Donc, est-ce que pouvez-vous nous décrire le cœur de votre savoir-faire et les compétences sur lesquelles repose votre capacité de R&D et nous donner quelques exemples de problématiques que vous avez résolues? Bonsoir à tous, merci Monica. Donc, je suis dirigeant de la société Scalable Graphics, donc, qui est l'aboutissement d'un projet qui a démarré il y a 20 ans à l'INRIA. Aujourd'hui, Scalable Graphics, on est spécialisé dans le calcul, la visualisation haute performance, la réalité virtuelle, le streaming d'applications 3D. Et comme Monica le disait, on a une petite structure et on s'attaque à un marché ultra niche dans lequel les clients viennent nous voir avec leurs besoins et on répond à leurs besoins. Donc les genres de problèmes qu'on peut résoudre, c'est par exemple streamer des applications 3D complexes depuis le cloud vers tout type d'appareils, que ce soit des smartphones, des tablettes, des PC, des téléconnectés. On peut aussi faire ça pour des applications plus industrielles comme des chaînes de montage où on développe des outils de monitoring, de surveillance de ce qui se passe sur les écrans des techniciens qui travaillent sur les chaînes de montage, donc par exemple dans l'automobile. Enfin voilà, tout ça c'est autour d'outils de streaming d'applications. On travaille aussi sur la réalité virtuelle, donc on a présenté au CES il y a quelques années une solution de streaming d'applications de réalité virtuelle sans fil pour des casques de réalité virtuelle. Enfin voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait chez Scalable Graphics. Donc les compétences, pour répondre à la question, c'est essentiellement on est une équipe d'ingénieurs, de chercheurs, de développeurs, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus technique. On sait faire que de la technique. C'est moi qui vends. Je suis pas vraiment un bon vendeur. C'est moi qui fais l'administratif. Voilà. Donc c'est un peu, on est une boîte de développeurs. Et donc un jour, en 2015, on a, par l'intermédiaire du constructeur de cartes graphiques Nvidia, on a été présenté à une autre société parisienne qui était spécialisée dans le jeu vidéo. Et donc, ensemble, on a fait une chose que peut-être on n'était pas destiné à faire. On a créé une société qui a pris une autre approche pour trouver des clients. Aujourd'hui, cette société, c'est GameStream. Donc Karen va nous en parler mieux que moi après. GameStream, c'est une société qui utilise donc la technologie de Scalable Graphics, mais pour le jeu vidéo. Et là, il a fallu des autres compétences, beaucoup d'autres compétences. Puisqu'aujourd'hui, GameStream, on est 45 personnes entre Nancy et Paris. Et donc Karen va vous parler de toutes ces compétences qui font qu'on passe d'une boîte de techno à une boîte, je ne sais pas comment dire, mais un autre type de boîte. Marketing. Disons que Xavier a tout dit. Scalable Graphics a créé des solutions R&D et une de ces solutions R&D est développée en tant que produit chez GameStream. Tout à fait, Monica. Oui. Alors, pour vous expliquer ce qu'est GameStream, GameStream, c'est une société spécialisée dans le cloud gaming, mais à destination du B2B, c'est-à-dire le secteur de l'hospitality et les opérateurs télécoms. On propose une solution clé en main, en marque blanche, qui comprend toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire on fournit les serveurs, la technologie made in INRIA par Scalable justement,
toute la partie contenu pour avoir un catalogue riche et varié, un catalogue de jeux vidéo qualité console, et la partie data analytique. Et les compétences nécessaires, vous savez que dans toute révolution et dans la révolution du cloud gaming, ça fait naître en fait finalement de nouvelles compétences. Et chez nous, chez GameStream et dans le cloud gaming, on est par exemple les premiers à proposer des postes de Shimer spécialiste. Alors c'est quoi un Shimer spécialiste? C'est par exemple une personne qui va optimiser le nombre de jeux sur un serveur. On a aussi bien sûr des personnes chez nous qui sont Content and Licensing Director, c'est-à-dire une personne qui va négocier les licences auprès des éditeurs de jeux, donc qui a à la fois un background légal, à la fois une excellente culture du jeu vidéo et évidemment une très bonne force commerciale parce qu'elle est dans la négociation. Bien sûr, on parlait de Scalable et de GameStream. La force en fait de cette société, cette success story, c'est parce qu'on a allié à la fois la techno, les compétences technologiques que viennent de décrire Xavier, et à la fois les aspects donc marketing, parce qu'il va falloir promouvoir GameStream et aussi accompagner la stratégie go-to-market de nos clients opérateurs télécoms. Comme ils nous le disent eux-mêmes, les opérateurs, quand ils proposent une solution de jeux vidéo en streaming, ce qu'ils nous disent, ils nous disent nous, on veut proposer du jeu vidéo parce que ça nous permet effectivement d'être un petit peu le one-stop shop de l'entertainment, de fidéliser notre communauté. On est dans le partage ensemble. Et puis aussi, pour les opérateurs télécoms, le cloud gaming est le best use case, si vous voulez, pour la 5G. C'est créateur de valeur. Mais ils nous disent, le sachant par contre dans le jeu vidéo, c'est vous. Et donc, nous, on accompagne nos opérateurs télécoms à bien marketer l'offre auprès du grand public. En France, en l'occurrence, pour vous parler du marché français, c'est Bouygues Télécom qui distribue notre solution qui s'appelle Pléio. Et Pléio qui permet à tous les abonnés Bouygues Télécom de jouer instantanément et en illimité à un catalogue de jeux consoles sur tous les appareils, mobiles, STB, PC, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment l'alliance, en tout cas, entre la technologie et le marketing qui fait qu'on est aujourd'hui une success story. Et donc, on sait aujourd'hui, en tout cas, que les deux sont indispensables entre la partie technologie R&D et le marketing. Donc certains disent, la matière grise, elle est à Nancy, et puis le marketing, le blabla, c'est à Paris. Bon, c'est un résumé un peu court, mais en tout cas, ça marche. et Karen, est-ce que si tu veux nous parler un peu des clients, des domaines? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nos clients, on a effectivement les opérateurs télécoms. Donc, par exemple, on a en France Bouygues, comme je vous l'ai indiqué, mais on est aussi présent aux Émirats Arabes Unis, en Indonésie, en Suisse avec Sunrise, en Slovénie et également à Dubaï avec Etisalat. Et puis, prochainement, on va aussi, on a signé avec un grand acteur qui est basé en Inde, donc on ne peut pas révéler le nom pour le moment. Et auprès de ces opérateurs télécoms, il faut les accompagner avec des compétences clés comme les chefs de projet qui ont généralement aussi la culture locale, qui connaît bien la culture locale du pays pour pouvoir bien les accompagner de A à Z. Et ce chef de projet, par exemple, il est clé au sein de l'entreprise parce qu'il va faire le lien entre le marketing, la communication, la technique, le produit et tous les différents métiers. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les projets marchent aujourd'hui. Et on a aussi un autre secteur, c'est le secteur de l'hospitality, les hôtels, mais aussi les établissements de santé, où le jeu va de plus en plus s'installer dans les établissements de santé parce que le jeu est aussi reconnu pour ses bienfaits thérapeutiques et cognitifs. Et le troisième segment de marché, il y en a plein d'autres aussi, ce sont les éditeurs de jeux vidéo. Pourquoi les éditeurs de jeux vidéo, en plus d'être contributeurs, ils deviendraient clients? Tout simplement parce que les éditeurs vont vouloir aussi proposer un peu le Disney+ du jeu vidéo, c'est-à-dire opter pour notre solution de cloud gaming pour proposer leur catalogue de jeux en streaming sur tous les devices, créer leur chaîne et devenir même un réseau social, finalement leur propre réseau social, et fédérer leurs fans. Le Disney+, en gros, du jeu vidéo. Et donc, c'est aussi, les éditeurs sont de plus en plus intéressés par le cloud gaming qui leur faisait peur, pour tout vous dire. Vous savez que dans toute révolution, ça génère des contestations, ça ne se fait pas sans larmes, sans sang, c'est la disruption. Et souvent, on voyait dans le cloud gaming peut-être un moyen de cannibaliser leurs ventes, alors qu'au contraire, c'est un nouveau levier d'opportunité pour eux, justement, de vendre leurs jeux à d'autres marchés qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter une console, d'acheter les cartouches de jeux, comme
l'Indonésie où on est présent et comme l'Inde, par exemple. Voilà. Et après, au-delà de ça, on peut imaginer tout autre secteur d'activité. On peut imaginer aussi un média qui souhaite monétiser son contenu en proposant une solution de jeu vidéo. Ça peut être McDonald's qui ne veut plus proposer des jouets et qui veut dématérialiser le goodies et proposer par exemple via un QR code d'accéder à notre jeu vidéo en streaming. Donc en tout cas, les applications sont diverses. Merci Karen. Ouais. D'ailleurs, il y a le Serious Game qui prend de plus en plus ampleur. Et donc je pense que ça va être, oui, le jeu va être même plus important que seulement jouer. C'est vrai. C'est du bien-être et c'est du bien travailler finalement, puisque et donc être plus productif finalement. Tout à fait. Donc, nous vous remercions, je vous remercie pour votre participation et on peut observer en fait que ces témoignages déjà prouvent que la haute technologie issue de la recherche publique crée de belles startups deep tech. Et ces startups deep tech ne sont pas toutes de même profil. C'est-à-dire qu'on observe deux profils différents dans notre présentation. Il y a celles qui continuent à faire de la R&D comme Scalable Graphics et comme Alerion. Et on voit en fait qu'elles se développent surtout grâce à bouche à l'oreille. Et donc, elles conçoivent d'abord des prototypes pour leurs clients, pour répondre à un besoin. Et il y a celles qui proposent des produits comme Nginest et comme GameStream, pour lesquels, en fait, il est très important d'avoir un marketing volontaire à mettre en place et il est nécessaire d'intégrer des experts en business development, en fait, afin de comprendre, en fait, les besoins du client et de montrer comment, en fait, le produit peut y répondre. Je pense que s'il nous reste 5 minutes, on peut prendre des questions de la salle. Je ne sais pas si, voilà, si vous avez une question. Si je peux me permettre, Monica, juste une seconde pour compléter ce que tu viens de dire, parce qu'elle parlait de profils différents. Et effectivement, je suis entourée de 2 chercheurs. Alors après, on l'a compris, Karen n'allait pas chercheuse non plus à la base. Non. Mais moi, typiquement, alors même si j'ai un passé universitaire et que j'ai fait un doctorat, donc évidemment, j'ai un passé de chercheuse, mais pas du tout dans mon domaine d'activité aujourd'hui. Et aujourd'hui, il émerge aussi des laboratoires de recherche, des entreprises, mais qui peuvent être portées par d'autres personnes. Et donc, il y a aussi des vrais besoins de profils qui ont envie d'entreprendre. Et il y a des beaux projets dans les laboratoires aussi qui peuvent être portés par d'autres personnes. Et personnellement, c'est mon cas. Je porte aujourd'hui le projet d'un enseignant-chercheur. Voilà. Merci. Effectivement, si vous voulez porter un projet des laboratoires, vous pouvez venir chez nous. Si vous voulez porter un projet qui est une belle technologie qui est créée dans les laboratoires, venez chez nous et on peut créer une start-up ensemble. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Je peux peut-être commencer. Moi, j'aurais une question. Tout d'abord, merci pour vos présentations. Moi, j'aimerais parler de l'avenir. Est-ce que chacun, vous pourriez nous présenter du coup rapidement vos projets futurs au sein de vos entités, si c'est possible? Alors c'est toujours un petit peu difficile, moi je suis pas Madame Irma, hein, donc je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va advenir d'Alerion. Si je pouvais choisir, ça me plairait bien. J'aimerais être le leader de la R&D dans les drones, ce serait parfait. Pour l'instant, on a effectivement des beaux projets et l'idée, c'est de continuer à aller en chercher d'autres. Moi, mon goal, j'ai envie de dire en ce moment, c'est que j'aimerais réellement signer un contrat avec une entreprise dans le Grand Est. Parce qu'au final, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur le territoire national. On a des projets européens qui sont des projets collaboratifs, puisque comme on fait de la R&D, évidemment, on regarde aussi des projets collaboratifs, mais signer avec une entreprise en Grand Est, ça me ferait plaisir. Merci. Pour Nginest, on a un seul objectif pour le futur, c'est de simplifier le produit pour viser les petites entreprises, les petits clients. Merci.
Alors chez Scalable Graphics, je dirais on va faire ce qu'on a fait depuis 14 ans, c'est-à-dire on va continuer à voir ce que l'avenir nous réserve et puis prendre les opportunités comme elles arrivent. Peut-être une nouvelle rencontre, créer une autre société, on verra bien. Tout à fait. Et chez GameStream, comme notre vocation, c'est de démocratiser le jeu vidéo, l'idée pour nous, c'est de pouvoir s'affranchir de tout type de matériel. Aujourd'hui, votre mobile se transforme en console, puisque vous n'avez plus besoin de console avec le cloud gaming. L'un de nos prochains challenges, ça sera de ne plus avoir besoin de manette de jeu. Et on travaille aujourd'hui dessus avec l'équipe R&D, puisqu'on a déjà créé une manette virtuelle qui est intégrée. Il y a encore énormément de l'application à apporter autour de cette manette, mais à terme, on n'aura plus du tout besoin ni de console, ni de manette pour avoir une expérience de jeu optimale. Et donc, démocratiser cette offre au plus grand nombre. Merci. Merci, Justine, pour la question. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Oui, bonjour. On se connaît. Alors, il se trouve que moi, je suis au quotidien en contact avec des chercheurs dans le domaine du numérique. J'ai bien connu Xavier avant qu'il se lance dans une autre aventure. Et aujourd'hui, on a un gros challenge, c'est faire émerger des startups à partir des résultats de recherche des chercheurs. Et c'est pas facile. Et je sais aussi que c'est pas facile pour les startups qui se lancent de transformer ce que les chercheurs ont produit en quelque chose de vendable. Alors la question que je vous poserai, c'est est-ce que vous pourriez nous donner des idées pour fluidifier un peu tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on demande aux chercheurs de faire des efforts? Est-ce qu'il faut qu'on trouve des gens qui ne soient pas des chercheurs pour aller chercher dans les tiroirs? Et puis, voilà, on est conscient que c'est vraiment pas évident de se lancer là-dedans. La deep tech, c'est compliqué, quoi. C'est plus dur que de monter une pizza, quoi. Une pizzeria, pardon. Vous avez tous vécu ces difficultés, donc si vous avez des idées, on est preneurs. Moi, j'ai une réponse. Ce qu'il vous faut comme partenaire, c'est le marketing. Parce que le marketing, ça crée de l'enchantement, en fait. L'idée, c'est de valoriser votre produit. C'est notre rôle, en fait, aujourd'hui. C'est comment communiquer sur votre produit, comment le faire valoir, comment créer l'enchantement. Et je pense que l'alliance parfaite, la success story, c'est justement quand se marie la R&D et le marketing. Alors que c'est souvent deux mondes à part. Hein. On se bagarre souvent avec Xavier, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et même être ici, à quoi ça sert d'ailleurs? Mais voilà, à la fin, le résultat fait que dans toutes les startups dans lesquelles j'ai été, que ce soit l'hébergeur Internet Amen qui a été revendu 20 millions ou la startup Photolia qui a été revendue 800 millions à Adobe, ça a commencé comme ça, quand la R&D a rencontré le marketing. Après, je dirais, moi... J'allais vous demander si vous êtes d'accord quand même. Je dirais, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'exemple actuel fait que Karen a probablement raison, parce que bon, voilà. Mais après, c'est des façons différentes de faire du business. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire de sa société. Mais on aurait pu continuer Scalable Graphics à 5 personnes encore pendant peut-être 15-20 ans. L'opportunité a fait que, en rencontrant d'abord Prodeo, donc la société parisienne, puis en embauchant des profils que moi, personnellement, j'aurais jamais embauché. Je veux dire, voilà, et là, on est rentré dans un autre monde de société où, effectivement, il y a des personnes à gérer, il y a des salariés à gérer, il y a des égos à gérer. Et je ne sais pas si c'est ce que j'aime bien, mais en tout cas, c'est une aventure qu'on vit ensemble. Et là, je dirais, ce qu'il y a de bien, c'est que la R&D à Nancy, tout le reste, comme Karen l'a dit, à Paris, donc il y a un peu moins d'échappement peut-être, voilà, séparer la partie technique de la partie non technique. Géographiquement, c'est peut-être une solution. Je sais pas, après, à mon avis, il n'y a pas de recette, pas vraiment de recette miracle. Si on en avait une, on vous la donnerait, quoi. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Xavier. C'est vrai que je pense qu'il y a autant de cas que de chercheurs, que de projets. Et c'est un mélange aussi de tout. Je pense que de toute manière aussi, déjà rien que la réussite d'une start-up, il y a un facteur chance, clairement.
Donc il y a tout un alignement de planètes qui a lieu ou qui n'a pas lieu, clairement, qui fait que ça va fonctionner. Après, la difficulté, c'est que ces projets qui sortent des laboratoires sont la plupart du temps des projets très innovants, donc sur des marchés qui sont encore en construction, on marche tous un petit peu sur des œufs, donc forcément, c'est pas simple de s'imposer. Il y a la difficulté, et ça, elle est bien connue aujourd'hui, et vous êtes les premiers à bien le connaître, c'est le chercheur. Il parle dans son langage. Je sais que nous, on a pu avoir un avantage, même si moi, j'ai pas du tout de bagage marketing, mais ne serait-ce qu'effectivement d'avoir quelqu'un qui n'avait pas le bagage scientifique du chercheur. Il est vrai que c'est plus facile de vulgariser ce que l'on fait. Donc il y a effectivement une mise en image à mettre pour des produits, mais quand on fait quand même de la recherche et du développement, c'est quand même pas simple, il faut avouer. Alors quand en plus on fait du sur-mesure, c'est pas simple. Mais il y a un côté marketing évidemment qui rentre en ligne de compte. Ouais. C'est vrai, et moi je me souviens de mon premier entretien avec Xavier Cavin qui m'avait dit « Moi ce que je veux c'est faire savoir notre savoir-faire ». Voilà. Oui, de mon côté, je pense que c'est normal. Une société de high technologie est très difficile à développer. Parce que c'est high technologie, pour chercher, trouver un marché, c'est difficile. Donc, bon commercial, c'est très important. Et ensuite, les relations avec l'industrie, etc., c'est peut-être très important aussi. Si on peut faciliter l'entrée au marché, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir partagé cette expérience et ces expériences et vos belles startups avec nous pour mieux comprendre. Et merci à vous tous d'être ici présents et de nous écouter. Et à une prochaine fois. Merci à tous. Merci Monica.